Une expérience étrange dans un Airbnb en Arizona. Une fois, j'ai réservé un Airbnb seul dans une région de l'Arizona car j'avais une interview d'emploi qui était trop loin de chez moi pour faire l'aller-retour. J'ai choisi ce Airbnb spécifique parce qu'il était beaucoup moins cher que n'importe quel hôtel. J'ai découvert qu'il se trouvait à environ une demi-heure de l'endroit où je devais passer mon entretien, ce qui me convenait parfaitement. Le Airbnb était situé dans une impasse, sur une route isolée, avec une belle vue sur le désert depuis le jardin. J'avais emporté mon ordinateur portable pour travailler pendant la journée, ce qui m'a occupé la plupart du temps pendant mon séjour de 3 jours. Mon entretien était le deuxième jour, un mardi, et je devais partir le vendredi. La veille de mon entretien, un lundi soir, je pratiquais des questions d'entretien spécifiques à l'entreprise et révisais des informations de dernière minute à leur sujet. J'étais sur mon ordinateur portable dans le salon de la petite maison. Il devait être environ 9 heures du soir quand j'ai entendu un bruit à la fenêtre. Ce n'était pas un coup fort, mais plutôt comme si quelqu'un avait tapé avec un doigt. J'ai immédiatement tourné la tête vers la fenêtre, mais je n'ai vu personne. Il faisait complètement noir dehors. J'ai eu peur de regarder, mais je devais vérifier. Alors j'ai regardé et n'ai vu personne. Peut-être que c'était un insecte. Après tout, il y en a beaucoup en Arizona. Le lendemain, après mon entretien que je pensais avoir réussi, j'ai décidé d'explorer la ville en voiture, de manger dans différents restaurants et de me détendre dans le jardin. Ce soir-là, je travaillais encore sur mon ordinateur dans le salon quand j'ai de nouveau entendu ce bruit à la fenêtre. Cette fois, c'était clair que ce n'était pas un insecte. Je me suis précipité vers la fenêtre, mais encore une fois, je n'ai vu personne. J'ai vérifié les fenêtres près de la porte principale, puis j'ai ouvert la porte et regardé dehors, mais il n'y avait personne. J'ai ensuite vérifié le porche arrière et regardé vers le désert derrière la maison. Tout était silencieux et sombre. Puis, j'ai entendu un clic, comme si quelqu'un claquait la langue contre son palais. Le son venait de loin, au-delà de la lumière de la maison, dans le désert froid. J'avais l'impression que quelqu'un se cachait derrière l'un de ces buissons, me regardant et jouant avec moi. J'ai crié que j'allais appeler la police si la personne ne partait pas. En réponse, j'ai entendu un autre clic et j'ai vu quelqu'un très loin, vêtu de vêtements sombres, se fondant dans l'obscurité du désert. J'ai commencé à marcher vers cette personne, puis j'ai arrêté, réalisant que je ne voulais pas m'approcher davantage. La nuit suivante, j'étais dans mon lit, regardant Breaking Bad sur mon ordinateur portable. J'ai regardé 2 épisodes, donc j'étais resté éveillé environ 1h30. Bien que je n'ai entendu aucun bruit dans la maison, je ne pouvais m'empêcher de penser à cette rencontre étrange. Quand j'ai finalement éteint la lumière et essayé de dormir, j'ai entendu un clic, cette fois venant de l'intérieur du placard. J'ai regardé la porte du placard qui était à peine ouverte. En réaction naturelle, j'ai sauté du lit, encore en pyjama, et je me suis précipité vers ma voiture. Je me suis assis dans l'allée avec la voiture en marche et j'ai appelé le 911. J'ai fixé la maison pendant que je parlais au répartiteur, espérant voir quelqu'un sortir. Une voiture de police est arrivée et, après une inspection rapide de la petite maison, nous n'avons trouvé personne ni aucune preuve d'une entrée forcée. J'ai passé le reste de la nuit dans un hôtel proche et j'ai contacté Airbnb ainsi que l'hôte. J'ai seulement pu obtenir un remboursement partiel pour mon séjour. Je pense toujours que cela aurait pu être l'hôte de l'Airbnb, mais qui d'autre aurait eu accès à la maison sans signe d'effraction? Peut-être que je me trompe, peut-être que c'était un étranger qui a simplement choisi le bon moment. Une maison neuve et des événements étranges. Ma femme chère et moi sommes ensemble depuis 10 ans et mariés depuis 2 ans. Nous venons de construire une maison ensemble il y a à peine un mois et les choses n'auraient pas pu commencer plus mal. Nous avons déménagé dans une petite ville du sud de la Géorgie appelée Waycross. Je ne donnerai pas plus de détails pour éviter tout problème supplémentaire. Nous sommes dans une rue calme, avec une grande propriété située en face d'une forêt de taille moyenne, ce qui était l'un des facteurs qui ont vraiment attiré ma femme et moi. Nous prévoyons d'adopter un chien et d'élever des enfants ici. Donc, nous voulions une grande propriété pour que le chien et les enfants puissent jouer. Nous avons des horaires de travail similaires, j'arrive à la maison vers 5 heures et elle rentre à la maison vers 6 heures la plupart du temps. Les 2 premières nuits dans la maison ont été complètement normales, c'était le week-end, donc nous avons passé tous les jours à déballer. Ce n'est que le lundi soir, alors que nous étions tous les deux au lit, après avoir éteint les lumières depuis peut-être 22 minutes, que nous avons entendu de la musique très forte provenant de notre arrière-cour. Nos voisins les plus proches étaient assez éloignés pour que la musique ne puisse pas provenir de leur jardin. La musique venait définitivement de notre arrière-cour et ce n'était pas de la musique de fête ni rien de ce genre. Cela ressemblait à de la vieille musique avec un son statique. Les fenêtres étaient fermées,
Donc, après que ma femme et moi avons échangé des regards horrifiés en nous demandant d'où pouvait provenir cette musique, j'ai ouvert la fenêtre de mon côté du lit. Il était alors beaucoup plus clair qu'il s'agissait d'une chanson datant probablement des années 40 ou quelque chose comme ça. Plus tard, j'ai découvert après avoir cherché les paroles que le nom de la chanson était « Who's Afraid of the Big Bad Wolf » de Henry Hall. Elle a une légère ambiance effrayante pour une raison quelconque, même si elle était censée être une chanson joyeuse. Mais au moment où nous l'avons entendue provenir de notre arrière-cour, c'était franchement terrifiant. Nous apprenions encore à connaître la maison, mais nous avons pensé qu'il devait y avoir un interrupteur pour les lumières de l'arrière-cour en bas. J'ai couru en bas jusqu'à la porte arrière et allumé les interrupteurs à côté de la porte. L'un d'eux a allumé les lumières de l'arrière-cour. Je n'ai vu personne dehors. J'ai ouvert la porte, et la musique était évidemment plus forte, mais en marchant sur le gazon, j'ai réalisé qu'elle ne venait pas de l'arrière-cour, mais de la forêt. La chanson a continué jusqu'à la fin pendant que j'étais dehors, debout, à regarder autour de moi. Quand la chanson s'est terminée, le silence est revenu. Il semblait que quelqu'un devait faire une blague stupide, mais ce n'était pas du tout apprécié. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai dit à ma femme que c'était probablement juste des enfants essayant de faire peur aux nouveaux venus en ville pour une raison quelconque. En m'écoutant dire cela, je me suis rendu compte de la stupidité et de l'étrangeté de cette théorie. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela ? La nuit suivante, cela s'est reproduit, quelques minutes après que nous avons éteint les lumières dans la chambre. La musique a recommencé à jouer dehors, cette fois beaucoup plus fort. La chanson qui jouait était cette vieille chanson que tout le monde connaît, Tiptoe Through the Tulips. Cher et moi nous sommes regardés à nouveau, cette fois avec un réel dégoût et de l'inquiétude, car nous espérions que ce serait un incident unique, mais cela se reproduisait. J'ai regardé par la fenêtre et cette fois j'ai pu voir quelque chose sur le gazon. Ce n'était pas une personne, mais il y avait définitivement quelque chose là dehors. J'ai dit à ma femme que j'allais aller vérifier. Elle a dit que nous devrions appeler la police et j'ai répondu que nous le ferions dans une minute. Je suis sorti avec cette mentalité de devoir m'imposer en tant que chef de famille, non seulement pour ma femme, mais pour quiconque pensait pouvoir nous intimider parce que nous étions nouveaux dans le quartier. Quand j'étais sur le gazon, j'ai vu que l'objet était plus petit que ce que j'avais pensé, mais la chanson effrayante à plein volume en provenait. J'ai réalisé que c'était une vieille radio. Je l'ai éteinte et j'ai regardé ma femme par la fenêtre qui me regardait. Je l'ai soulevée en criant que quelqu'un l'avait laissée là pour nous effrayer avec la musique. Ce qu'elle a fait ensuite était inattendu. En réponse, elle a commencé à crier mon nom pour que je rentre rapidement. Elle continuait de crier « Cours !» et j'ai crié « Pourquoi ?» Elle a répondu en criant qu'il y avait des gens derrière moi. Cette déclaration m'a fait sursauter et je me suis retourné pour regarder vers la forêt. J'ai vu 3 ombres séparées d'environ 6 pieds, les unes des autres, me regardant clairement. Ils ne couraient pas vers moi, ils étaient juste là, debout. J'ai crié « Oh !» et j'ai couru à l'intérieur de la maison, claquant la porte derrière moi. Ma femme était à l'étage, en pleurs, hystérique. Je lui ai dit que j'allais appeler la police, ce que j'ai fait. Heureusement, ils sont arrivés peu de temps après. Pendant ce temps, nous étions effrayés par chaque coup sur une porte ou une fenêtre. Ma femme et moi avons expliqué la situation aux 2 policiers qui sont arrivés et leur avons montré la radio sur le sol. Je leur ai demandé s'ils pouvaient la prendre comme preuve pour relever les empreintes, leur expliquant que je n'avais touché que la partie supérieure avec la poignée. Ils ont emporté la radio et ont aussi vérifié le devant de la forêt avec leurs lampes de poche pendant quelques minutes, probablement pour dissuader les personnes dans la forêt de continuer leur comportement si elles étaient encore là. Quand la police est partie, nous nous sommes à nouveau sentis vulnérables et effrayés. Mais grâce à Dieu, les gens ne sont jamais revenus. Cela s'est passé il y a seulement quelques semaines. Que Dieu nous garde de leur retour. Si cela devait arriver, j'essaierai de filmer la scène. Une nuit inoubliable à l'hôpital gériatrique. J'ai travaillé comme infirmière dans plusieurs hôpitaux et établissements avant de rejoindre l'hôpital où je travaille actuellement. Avant cela, j'étais employé dans un hôpital gériatrique à 30 minutes de chez moi. J'avais déjà de l'expérience avec les patients âgés, donc ce n'était rien de nouveau pour moi. J'avais travaillé dans cet hôpital pendant seulement quelques semaines et vous comprendrez bientôt pourquoi. Lors de ce qui allait devenir mon avant-dernier quart de travail dans cet hôpital, j'étais de service de nuit et je n'avais pratiquement pas dormi. On m'avait assigné à l'unité Alzheimer. Les patients de cette unité adoraient absolument ma présence. En tant que jeune femme d'une vingtaine d'années parmi les résidents de cette unité, qui étaient autrement seuls, je pense qu'ils me voyaient comme un souffle d'air frais, quelqu'un qui pouvait les rattacher à l'instant présent. Cette nuit-là, je m'occupais de plusieurs patients, mais l'un d'eux était plus agité que les autres. Son nom était Lena. C'était ma première nuit avec elle, et elle ne cessait de me parler des voix qu'elle entendait et de l'homme vêtu de noir qu'elle voyait dans le coin de la pièce.
L'autre dame dans sa chambre avait demandé que son rideau soit tiré avant le début de mon service pour que Léna la laisse tranquille. C'était une dame gentille qui souriait chaque fois que j'étais près d'elle, mais elle ne disait pas grand-chose et était très oublieuse. Depuis le début de mon service, vers 9 heures du soir, la plupart des patients étaient endormis à 11 heures, mais pas Léna. Chaque fois qu'elle m'appelait dans la chambre, elle était effrayée par les voix qu'elle entendait et par l'homme en noir qu'elle voyait. Je ne vais pas mentir, cela me faisait un peu peur. Je croyais qu'elle voyait et entendait ces choses dans son esprit. Et je sympathisais avec elle car cela devait être terrifiant. J'ai fait de mon mieux pour la calmer et l'inciter à dormir. Je ne voulais pas allumer la télévision pour la calmer par respect pour l'autre patiente dans la chambre. J'ai pris les mains de Léna et lui ai dit que tout allait bien, qu'elle devait respirer et se détendre. Je lui ai rappelé qu'elle n'était pas seule et que j'étais toujours à un appel de distance. Cela semblait fonctionner. À un moment donné, j'étais dans la salle de stockage réapprovisionnant un chariot de fournitures. J'avais la porte ouverte, donc j'ai entendu un autre bruit étrange. Je me suis retourné, mais je n'ai rien vu et j'ai continué à réapprovisionner mon chariot. Ensuite, j'ai ressenti ce que je ne peux que décrire comme une main sur mon épaule. J'ai regardé mon épaule, j'ai sursauté et crié, mais il n'y avait rien, personne n'était dans la pièce, mais je savais que j'avais ressenti quelque chose. Je suis sorti dans le couloir pour jeter un coup d'œil, il n'y avait pas d'autres infirmières en vue, c'était silencieux. Je n'avais rien d'autre à faire que de continuer ce que je faisais. J'ai terminé de réapprovisionner le chariot, puis je me suis tourné vers la porte. Je suis tombé au sol et j'ai commencé à crier lorsque mon cœur a immédiatement sauté dans ma gorge. Il y avait un homme vêtu de noir debout dehors, regardant par la vitre de la porte, souriant. Mes cris étaient assez forts pour réveiller toute l'unité. L'homme a disparu de la vue à travers la fenêtre quelques secondes plus tard. La porte s'est ouverte et une de mes collègues infirmières est entrée pour m'aider à me relever, car j'étais hystérique. Je lui ai demandé si elle avait vu l'homme en noir. Sa réponse fut « Quel homme ? Il n'y a personne d'autre ici. » Nous avons vérifié toutes les chambres de l'unité, mais il n'y avait personne vêtu de noir. Mes cris avaient dû réveiller Léna de son sommeil léger, et quand je suis entré dans sa chambre, elle a commencé à parler des voix, cette fois en mentionnant des cris qu'elle ne savait pas être les miens. Je lui ai demandé à quoi ressemblait cet homme en noir et s'il souriait. Elle m'a regardé et j'ai remarqué que ses sourcils se fronçaient, alors que son expression devenait plus concentrée que je ne l'avais jamais vue. Elle m'a demandé « Comment le sais-tu » Mon cœur a sauté un battement en entendant cela. Elle a alors commencé à crier « Sors-moi d'ici, il vient !» Les autres infirmières sont entrées et ont essayé de la calmer. On m'a changé de service cette nuit-là et j'ai fini par rentrer chez moi tôt car j'étais tellement effrayé. Le lendemain, j'ai envoyé un message à la chef des infirmières lui disant que mon prochain quart serait mon dernier. L'expérience m'avait traumatisé et je ne voulais plus être dans ce bâtiment. J'ai reçu une réponse aussi amicale que possible. Je n'ai jamais été diagnostiqué avec quoi que ce soit, ni eu à faire face à des hallucinations de quelque nature que ce soit. Je suis consciente des effets du manque de sommeil, mais c'était d'un autre niveau. Je ne sais pas si mon esprit a commencé à me jouer des tours à cause de ce que Léna m'avait raconté toute la nuit. Mais la sensation de la main sur mon épaule et l'image de l'homme souriant derrière la porte de verre, correspondant à la description de la patiente, me hantent encore. C'était l'un de ces événements surnaturels inexplicables qui arrivent une fois dans une vie. Du moins, j'espère que ce sera une seule fois. Une nuit inquiétante sur la route. Une nuit, je rentrais du travail en prenant mon trajet habituel. Je suis parti à minuit, donc il devait être environ minuit 15 à ce moment-là. Ma ville est assez tranquille et ennuyeuse, avec beaucoup de forêts partout et peu de gens ou de maisons. J'étais sur cette route, non loin de chez moi, avec un champ de maïs d'un côté et un morceau de forêt de l'autre. C'était en plein été et il faisait environ 23 degrés Celsius, donc j'avais baissé la capote de ma voiture. Je roulais à 80 km/h quand j'ai entendu un cri fort et effrayant de femme venant d'un côté de la route, mais je ne pouvais pas dire lequel. J'ai arrêté la voiture brusquement et j'ai entendu à nouveau un cri de femme provenant du côté gauche dans la forêt. Elle appelait à l'aide. Je suis sorti de ma voiture et j'ai attrapé une batte à l'arrière. J'ai marché vers la forêt en criant pour savoir qui était là et la femme a immédiatement répondu « S'il vous plaît, aidez-moi ». J'ai commencé à courir vers la forêt, écartant toutes les branches et les buissons de mon chemin. Je lui ai crié de continuer à crier pour que je puisse la trouver. Toutes les 10 secondes environ, elle criait à l'aide et je me dirigeais dans cette direction en courant et en criant en retour. Mais très vite, j'ai commencé à réaliser que peu importe la distance à laquelle je m'enfonçais dans la forêt, les cris de la femme ne semblaient pas se rapprocher ni devenir plus forts. En fait, ils restaient toujours à la même distance, même si je courais directement dans la direction des cris. J'ai crié « Dis-moi où tu es ». Et environ 5 secondes plus tard, la femme a crié à nouveau à l'aide, je me suis arrêté net.
Quelque chose n'allait pas. J'ai commencé à sentir que je marchais vers une sorte de piège. Je me suis retourné et j'ai commencé à courir en direction de la route. J'ai couru et couru jusqu'à ce que je puisse voir les phares clignotants de ma voiture au bord de la route, au-delà des arbres. Tout au long du chemin du retour, j'entendais encore les cris de la femme, mais ils étaient toujours à la même distance, peu importe combien je me rapprochais de ma voiture, comme si elle me suivait, me harcelait. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti de là, complètement terrifié. J'ai appelé le 911 pour le signaler aux autorités au cas où elles voudraient enquêter. Je n'allais pas rester là, même si j'étais fatigué. Après avoir raconté à quelques amis et membres de ma famille cette étrange rencontre, j'étais prêt à passer à autre chose. Mais une semaine plus tard, j'ai vu quelque chose aux nouvelles qui m'a fait mal au ventre. Le cadavre d'une femme d'environ 30 ans avait été retrouvé dans la forêt par un homme promenant son chien. Curieusement, aucun signe de jeu déloyal n'a été rapporté. Le corps a été retrouvé dans la même zone générale où j'avais entendu les cris. Bien que ce morceau de forêt soit très grand, je ne peux m'empêcher de penser que ce serait une énorme coïncidence. J'ai un week-end de snowboard inoubliable. Avant que ma copine Jenny et moi commencions officiellement à sortir ensemble, nous passions déjà beaucoup de temps ensemble. Nous pratiquions tous les deux le snowboard et sa famille possède une petite maison de type chalet dans le Vermont, non loin de Stowe Mountain Resort. C'était peut-être notre 10e sortie ensemble et elle m'a invité à passer un week-end avec elle pour faire du snowboard pour la première fois ensemble. Le trajet a duré environ 5 heures. En nous approchant de sa petite maison, nous avons passé environ une demi-heure sur cette route isolée et sinueuse, parsemée de chemins menant à des propriétés entourées de murs d'arbres. Nous étions en haute montagne. Et la vue d'autres voitures à ce moment-là était quelque chose de rare. Nous nous sentions vraiment seuls là-haut. Beaucoup des allées n'avaient même pas de traces de pneus dans la neige, ce qui signifie que de nombreuses maisons étaient inoccupées. Jenny m'a expliqué que beaucoup de ces maisons appartenaient à des personnes venant d'autres États, tout comme la situation de sa famille. Je roulais à 50 km/h quand elle m'a crié de ralentir. J'ai donc freiné brusquement et nous avons aperçu ces arbres que j'aurais autrement ignorés. Nous avons emprunté ce chemin étroit et sinueux en 4 roues motrices qui menait à cette petite maison couverte de neige. Elle semblait incroyablement accueillante. Nous nous sommes garés et la première chose que nous avons faite a été d'allumer le chauffage dans la petite maison. Nous avons déchargé nos affaires à l'intérieur et comme il faisait déjà sombre cette nuit-là, nous avons simplement préparé quelque chose à manger avec la nourriture que nous avions apportée pour le dîner et avons regardé un film. La maison avait presque tout, chauffage, électricité, sauf de l'eau courante. Sa famille avait des cruches et des cruches d'eau pour des choses importantes comme se laver les mains, faire la vaisselle et autres, mais il n'y avait pas de toilettes fonctionnelles, donc elle m'a dit que nous devions utiliser les toilettes extérieures. Ce soir-là, je n'avais qu'à aller uriner, alors je suis simplement sorti sur la terrasse avant et j'ai uriné dans la neige. Il neigeait aussi cette nuit-là. Nous nous sommes endormis à un moment donné pendant le 2e film que nous regardions et nous nous sommes réveillés assez tôt avec les alarmes de nos téléphones. Nous voulions être les premiers sur les pistes. Nous avons commencé à nous préparer pour conduire jusqu'à la station de ski après le petit déjeuner. Je devais sortir pour aller aux toilettes extérieures. En courant vers les toilettes, j'ai vu des empreintes dans la neige. Elles étaient assez grandes, mais je ne pouvais pas dire si c'était des traces de bottes ou des empreintes d'animaux. J'ai suivi les traces qui contournèrent la maison et se dirigeaient ensuite vers la forêt. J'ai appelé Jenny dehors et elle est venue regarder et a dit que c'était probablement un ours noir, car il y en a beaucoup ici. J'ai donc fait mes affaires et nous nous sommes dirigés vers la station de ski où nous avons passé une bonne journée de 8 heures. Nous nous sommes ensuite arrêtés dans un restaurant pour manger, puis nous sommes retournés à la maison. Il faisait déjà nuit et il neigeait à nouveau. Nous avons allumé un feu, mis le chauffage à fond et commencé à écouter de la musique. Nous avons commencé à boire et finalement, j'ai dû aller aux toilettes. Comme je mettais déjà mes bottes, j'ai pensé que je ferais tout ce que j'avais à faire aux toilettes extérieures. Je suis sorti en courant dans la tempête de neige vers les toilettes. Cette fois, j'ai fermé la porte d'un coup pour éviter que la neige et l'air froid ne me frappent au visage. J'ai entendu la musique forte venant de l'intérieur de la maison, mais j'ai également entendu le bruit des pas dans la neige contournant la maison. J'ai appelé Jenny, mais sans réponse. J'avais mon téléphone avec moi, alors je lui ai envoyé un message. « Es-tu dehors ?» Cependant, le message n'a pas été envoyé immédiatement à cause de la mauvaise réception cellulaire. Quelques minutes plus tard, j'étais toujours aux toilettes. J'étais sur le point de terminer quand la musique forte s'est soudainement arrêtée. Il y avait un silence total, à part le son des flocons de neige tombant sur le sol. Dès que je suis sorti des toilettes, je me suis rendu compte qu'il faisait totalement noir. Les lumières de la maison étaient éteintes. J'ai pensé que peut-être il y avait une panne de courant. J'ai utilisé la lampe de poche de mon téléphone et j'ai remarqué des traces de pas fraîches dans la neige menant aux toilettes.
J'ai suivi les traces jusqu'à la porte principale, elles semblaient s'arrêter là, puis se sont poursuivies autour de la maison. J'ai frappé à la porte et crié le nom de Jenny. Soudain, la porte s'est ouverte et un bras m'a tiré à l'intérieur. C'était Jenny. Elle a fermé la porte d'un coup et m'a chuchoté qu'il y avait un homme qui avait essayé d'ouvrir la porte juste après que je sois sorti aux toilettes. Elle avait peur d'être seule. Quand elle a vu que ce n'était pas moi à la porte, elle a coupé les lumières et s'est cachée dans un coin de la pièce, regardant avec horreur l'étranger passer par la fenêtre du salon en regardant lentement à l'intérieur. Je suis arrivé à la porte seulement quelques minutes après que cela soit arrivé. Jenny m'a parlé du sous-sol secret sous le plancher où son père gardait quelques fusils et un fusil de chasse. Naviguant dans l'obscurité, j'ai trouvé la poignée pour ouvrir, j'ai soulevé le panneau et je suis descendu par la petite échelle. J'ai attrapé une des armes sur le mur, puis nous avons attendu sur le canapé dans l'obscurité, de peur de rallumer les lumières et de nous exposer à quiconque était dehors. Les voisins étaient à une bonne distance à pied. Jenny a dit que ce ne serait probablement pas l'un d'eux et qu'il ne serait probablement même pas dans le Vermont en ce moment. Encore une fois, le seul bruit était celui des flocons de neige tombant sur le sol, jusqu'à ce que le son répugnant des pas dehors dans la neige revienne. J'ai pris l'arme chargée et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Je l'ai ouverte et j'ai tiré 3 balles en l'air en criant. Les bruits de pas ont disparu. J'imagine qu'ils ont fui, et le bruit des coups de feu résonnant dans l'air a masqué le son de leur fuite. Nous sommes partis le lendemain matin sur la recommandation de son père, qui a dit qu'il valait mieux ne pas rester là pour le moment. Il n'avait vraiment rien à craindre de voler, donc nous sommes partis en courant. Au moins, nous avons eu notre journée complète de snowboard le lendemain de cette nuit horrible. Cela a définitivement été une expérience pour le moins. Une nuit. Inquiétante à la ferme familiale. Mon nom est Howard, j'ai 25 ans et je vis dans la ferme de ma famille. J'aide à la gérer lorsque mes parents sont en déplacement. C'est juste une petite ferme familiale, pas une exploitation commerciale ou quelque chose de ce genre. Mes parents souhaitent que je prenne la relève lorsqu'ils seront trop âgés pour s'en occuper, étant donné que je suis l'aîné de 3 enfants et leur seul fils. Cependant, honnêtement, je n'en ai pas envie. Je ne me vois pas rester au milieu de l'Arkansas toute ma vie, surtout après un événement vraiment étrange qui s'est produit en juillet dernier. Mes parents étaient partis en voyage romantique pour une semaine, donc c'était moi, avec mes 2 sœurs, Crystal et Morgane, qui nous occupions de la propriété en leur absence. Il n'y a pas grand-chose ici, beaucoup de tranquillité et selon moi, trop de solitude. Cette nuit-là a commencé tardivement, vers l'heure du coucher. Mes sœurs suivent des cours en ligne. Crystal prend des cours d'été, donc elle était dans sa chambre avec son ordinateur portable, tandis que Morgane et moi regardions une série dans le salon. Nous 3 voulons quitter ce mode de vie à la ferme. En tant qu'aînés, une des parties redoutables de la vie à la ferme sont les prédateurs. Non seulement les animaux qui viennent manger nos produits, mais aussi les gens qui viennent pour voler. Croyez-le ou non, cela arrive. Ça ne nous est pas arrivé souvent, mais ça arrive. Nous avons quelques armes à la maison pour cette raison. Nos 2 chiens, qui étaient dehors, ont soudainement commencé à aboyer frénétiquement dans le jardin. Quelque chose les avait clairement effrayés. La première chose que j'ai faite a été de sortir pour voir ceux qui les dérangeaient. Ils regardaient tous les 2 en direction des cultures, en aboyant follement. Je leur ai crié de se taire, et ils se sont calmés. Je me suis tenu juste en face des cultures, et j'ai écouté. J'ai entendu un sifflement venant de l'intérieur du champ de maïs. C'était sans aucun doute le sifflement d'un humain. C'était la première fois que je faisais face à un intrus sur la propriété sans mon père. J'ai dû rentrer rapidement pour prendre une des armes. Les chiens ont recommencé à aboyer. J'ai dit à mes sœurs qu'il y avait quelqu'un dehors dans le champ de maïs et que je devais aller les chasser. Elles ont toutes 2 dit que c'était une terrible idée de courir dans le champ de maïs dans l'obscurité, et elles avaient raison. J'ai réalisé à quel point cela serait effrayant. Au lieu de cela, je suis retourné dehors avec les chiens qui aboyaient toujours en direction des cultures. J'ai levé l'arme et tiré un coup de feu en l'air, ce qui a résonné dans la nuit et fait taire les chiens. Pris par une sorte de montée d'adrénaline, j'ai crié aussi fort que possible pour que la personne quitte notre terrain. Je pensais que cela fonctionnerait et je suis retourné à l'intérieur. Mes sœurs riaient, ce qui m'a fait rire aussi. Mais notre petite crise de rire n'a pas duré longtemps, car les chiens ont recommencé à aboyer encore plus frénétiquement. Je suis sorti à nouveau, prêt à faire la même chose,
Mais mon cœur a sauté un battement lorsque j'ai vu un homme debout à une vingtaine de pieds des chiens, juste en face du champ de maïs. Il m'a regardé et j'ai crié « Hé !» À ce moment-là, il s'est enfui dans le champ de maïs. J'ai commencé à courir et tirer un autre coup de feu en l'air. Je me suis arrêté près des chiens. Il n'y avait aucune chance que j'entre là-dedans, je ne voulais pas laisser les chiens dehors non plus. J'ai détaché les chiens de leur chaîne et les ai ramenés à l'intérieur. J'ai dit à mes sœurs qu'il y avait quelqu'un qui rôdait dans le champ de maïs. Nous avons alors appelé notre père. Il m'a dit que je devais être l'homme de la maison et protéger mes sœurs. Il m'a recommandé de tirer un autre coup de semonce si la personne revenait. Après cela, nous sommes tous progressivement retournés dans nos chambres respectives. Mes sœurs ont chacune pris un des chiens dans leur chambre et j'ai emporté l'arme dans la mienne juste parce que nous étions tous un peu effrayés. J'avais la fenêtre ouverte et, alors que j'étais allongé dans mon lit en regardant un film sur mon ordinateur portable, j'ai entendu un sifflement venant de l'extérieur. J'ai couru à la fenêtre et regardé dehors pour voir quelqu'un marcher lentement dans l'herbe. Comme s'il avait un sixième sens, il s'est arrêté et s'est tourné pour regarder ma fenêtre, en sifflant toujours. Cet imbécile essayait évidemment de nous faire peur. Une idée très stupide, sachant que j'avais déjà montré que j'avais une arme. J'ai couru, saisi l'arme sous le lit et visé par la fenêtre. J'ai tiré dans l'herbe à quelques mètres de lui, le ratant intentionnellement. Cela a coupé court à son petit jeu de terreur, et il a pris la fuite en direction de l'avant de la maison. Cette fois, il n'est pas revenu. Il aurait été idiot de revenir après ça. J'ai évidemment expliqué à mes sœurs pourquoi j'avais tiré. Nous étions tous un peu secoués, mais heureusement, il n'est jamais revenu. Une nuit. Effrayante au supermarché. Je travaillais comme réapprovisionneur dans un supermarché d'une petite ville rurale. Le magasin s'appelait Great American. C'était le plus grand et le meilleur supermarché de la région. Mon quart de travail commençait dès la fermeture du magasin à 10h du soir et se terminait vers 3h du matin, au plus tard. Mon travail consistait à réapprovisionner les rayons pour le jour suivant. Bien sûr, j'avais les clés du magasin pour les heures de fermeture. Cette nuit-là, nous étions deux à travailler, moi et Terry, Carter ou Alfonso. Je suis arrivé au magasin et suis entré par l'arrière, où tout l'inventaire attendait d'être stocké. J'ai commencé mon travail en utilisant le transpalette pour transporter une palette complète de cartons dans les rayons. J'ai commencé par l'allée du pain et des noix, en faisant tourner les pains plus anciens vers l'avant et en plaçant les plus récents à l'arrière. À mi-chemin, je me suis rendu compte que je n'avais toujours pas vu Terry. J'ai marché jusqu'à l'arrière du magasin, là où se trouvait l'inventaire et où nous laissions nos affaires personnelles. Il n'était toujours pas revenu. J'avais laissé la porte arrière entr'ouverte avec un cale-porte pour lui permettre d'entrer quand il arriverait. Après avoir travaillé pendant une demi-heure supplémentaire, il n'y avait toujours aucun signe de Terry. Je suis retourné à l'arrière du magasin et il n'était toujours pas là. Cependant, j'ai remarqué que la porte arrière était fermée. J'ai supposé que Terry était quelque part dans le magasin. J'ai ouvert la porte arrière et vu que le cale-porte était dehors, ce qui me semblait étrange. J'ai appelé le nom de Terry, mais il n'a pas répondu. J'ai donc décidé de l'appeler par téléphone. Il a répondu d'une voix endormie, et quand je lui ai demandé s'il venait travailler, il m'a dit qu'il ne viendrait pas car il était malade. Un frisson m'a parcouru l'échine. Je lui ai dit que quelqu'un avait poussé le cale-porte, et il m'a répondu que cela pouvait s'être produit tout seul. Personne d'autre n'était censé travailler cette nuit-là. Je lui ai souhaité un bon rétablissement, et j'ai raccroché. Je n'étais pas convaincu que le cale-porte s'était déplacé tout seul, car je l'avais coincé sous la porte avec une certaine force. J'ai jeté un coup d'œil rapide autour de moi pour m'assurer qu'il n'y avait personne dans l'arrière-boutique et, n'ayant rien vu, je suis retourné travailler, bien que légèrement inquiet. Tout en réapprovisionnant le reste du pain, j'ai entendu un bruit fort et résonnant de l'autre côté du magasin. Quelqu'un devait être là. Je me suis accroupi dans l'allée centrale, regardant directement dans l'allée des produits laitiers. Un homme habillé en noir est passé au bout de l'allée, regardant dans ma direction. Mon cœur s'est affolé. Cela ressemblait à une scène du film Signe où l'extraterrestre passe lors de la fête d'anniversaire. J'ai essayé de penser rationnellement, en me disant que c'était peut-être quelqu'un d'autre qui remplaçait Terry et dont le patron ne m'avait pas informé. J'ai commencé à marcher rapidement dans l'allée centrale en criant « Excusez-moi » très fort. À chaque intersection d'allée, je regardais à gauche et à droite, mais l'homme s'était déplacé vers l'avant du magasin.
Dans l'une de ces allées, il était là, debout, me fixant. Quand il m'a vu, il a disparu de ma vue en se dirigeant vers l'avant du magasin. J'ai crié « Excusez-moi » à nouveau, et j'ai commencé à courir pour le rattraper. Quand je suis arrivé près des caisses, je l'ai vu au bout de l'allée du pain, à moitié caché derrière l'étagère. Sa bouche était ouverte, et il m'a salué sans rien dire. Son visage me faisait peur. J'ai essayé de lui parler encore une fois en lui demandant qui il était, mais il a disparu derrière l'étagère. Je n'étais pas payé assez pour ça. Je suis sorti pour m'asseoir dans ma voiture et appeler mon patron. Il m'a dit de sortir l'intrus si je le pouvais, ou d'appeler la police. Je n'allais pas tenter de sortir un fou de la boutique moi-même, alors j'ai appelé le 911. J'ai attendu dans ma voiture jusqu'à ce qu'une voiture de police arrive. J'ai salué l'officier et lui ai demandé de me suivre à l'intérieur. Nous avons fouillé l'endroit à la recherche de l'homme et nous l'avons vu dans une allée, debout là, comme s'il jouait un jeu. Quand l'officier lui a ordonné de venir, il a obéi. Ils l'ont menotté et c'était l'homme le plus étrange que j'ai jamais vu. Il souriait sans cesse, se léchait les lèvres et avait des cernes énormes sous les yeux. Les seules paroles qu'il a prononcées étaient pour répondre à l'officier qu'il cherchait un en-cas. Je n'ai pas aimé la façon dont il me regardait alors que le policier l'emmenait dehors, cette menace souriante et inquiétante que je n'ai pas oubliée à ce jour. J'ai continué mon travail après ça, mais il va sans dire que je n'ai plus jamais laissé de porte ouverte. Une nuit effrayante dans une église abandonnée. Quand j'avais 19 ans, moi et 2 amis, James et Shaw, avons fait quelque chose de vraiment stupide. À cette époque, faire des choses stupides était notre passe-temps favori. Nous vivions à Bonfa, New Jersey, un endroit avec de nombreuses maisons vides dans notre vieux quartier. Au sommet d'une route de montagne, non loin de nos maisons, se trouvait une église abandonnée. Les habitants connaissaient bien cette église, située à l'écart de la route, et elle était abandonnée depuis de nombreuses années. Je ne suis pas sûr de l'état actuel de l'église car je vis maintenant en Floride, mais James, Shaw et moi étions des amateurs de sensations fortes. Nous avons eu l'idée géniale d'apporter une planche Ouija à l'église une nuit tardive en octobre, probablement pour célébrer la saison effrayante. Shaw avait la planche Ouija dans son placard, alors il l'a apportée. J'ai conduit les 3, alors nous avons d'abord récupéré James, puis Shaw, et nous nous sommes dirigés directement vers l'église. La route menant à l'église étant bloquée, nous avons dû nous garer sur le côté et marcher jusqu'à l'église. Au début, nous avons utilisé une lampe de poche pour ne pas attirer l'attention. Mais une fois arrivés au sommet de la colline, nous avons allumé nos lampes. L'église était entourée de forêts dans toutes les directions et avait un parking en gravier à côté. Elle avait été cambriolée de nombreuses fois auparavant et était couverte de graffitis. La grande porte d'entrée était déjà en mauvais état. 2 d'entre nous ont dû travailler ensemble pour l'ouvrir car elle frottait sur le sol. Une fois à l'intérieur, nous avons naturellement regardé autour de nous avec nos lampes pour nous assurer qu'il n'y avait personne d'autre. C'était vraiment effrayant d'être dans cet endroit la nuit. Shaw a installé la planche Ouija et a sorti 3 bougies de son sac à dos, en plaisantant sur le fait que cela ajouterait à l'expérience. Il a placé les 3 bougies en triangle autour de la planche et, une fois allumées, nous avons éteint nos lampes. La seule lumière venait maintenant des bougies, créant une atmosphère beaucoup plus effrayante et inconfortable. Nous ne pouvions voir qu'à environ 2 mètres dans toutes les directions. Nous avons commencé à jouer avec la planche Ouija. Shaw parlait le plus. Je ne me souviens plus exactement de ce qu'il a dit, mais il a certainement commencé par demander s'il y avait quelqu'un. Le planchette a commencé à bouger et nous avons commencé à rire, pensant que c'était l'un de nous qui le faisait. Je pense qu'il est impossible de jouer avec une planche Ouija sans que quelqu'un ne la bouge pour plaisanter. Nous avons continué et quelqu'un a éplé quelques mots. C'est alors que nous avons entendu un bruit étrange venant de l'autel de l'église, comme si un gros morceau de bois se cassait en 2. Nous avons tous sursauté et éclairé l'autel avec nos téléphones. Il n'y avait personne. Je pense que nous étions tous aussi effrayés les uns que les autres. Le lieu était vieux et en ruine, donc des bruits étranges ici et là n'étaient pas si surprenants. Nous avons continué, prenant chacun notre tour pour poser des questions, mais le planchette ne bougeait plus. Cela a continué jusqu'à ce qu'un autre bruit provenant de l'autel rompe le silence. Avant que nous n'ayons le temps d'allumer nos lumières, quelque chose est tombé sur le sol. La planche Ouija nous a fait sursauter et crier. C'était une pierre de la taille d'une balle de golf. Nous venions tous d'avoir nos mains sur la planchette,
Il n'y avait aucun moyen que l'un de nous ait pu faire cela. Je me suis levé et j'ai couru hors de l'église en criant, laissant derrière moi la planche Ouija et les bougies. Nous avons dévalé la colline jusqu'à ma voiture, craignant d'être poursuivis. Nous ne nous sommes pas arrêtés avant d'être chez James. Nous sommes restés dans la voiture pendant une bonne demi-heure, à parler et à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Shaw, très religieux et superstitieux, était sûr que nous avions invoqué un esprit. Je n'y crois pas vraiment, mais je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre dans l'église avec nous, ce qui est tout aussi effrayant. Shaw est retourné à l'église le lendemain avec James pour récupérer sa planche Ouija. Pour rendre les choses encore plus étranges, la planche Ouija avait disparu, mais les bougies étaient toujours en place. En voyant cela, ils ont décidé de partir immédiatement. C'est toujours l'expérience la plus effrayante de ma vie. Une nuit effrayante à la station-service. Il y a quelques années, j'ai travaillé de nuit dans une station-service parce que j'étais à court d'argent et j'avais besoin d'un deuxième emploi. J'y ai travaillé pendant quelques mois. C'était vers le 2e ou 3e mois qu'un homme a commencé à venir régulièrement très tard dans la nuit, toujours vers 2 heures du matin. Il mesurait environ 1,80 m et avait les cheveux longs et en désordre. Il entrait toujours, achetait une grande bière, puis repartait. Après un moment, une nuit, il m'a demandé mon nom. Je lui ai dit que je m'appelais Rob et il a ri tout seul en disant « Rob, j'aime bien », avant d'ouvrir la bière qu'il venait d'acheter et de sortir de la boutique en parlant tout seul. Il était clairement ivre. Ce soir-là, j'étais curieux de voir s'il avait bu et conduit chaque fois qu'il était venu à la station-service. Je l'ai vu partir et marcher hors de ma vue, en dehors de la propriété de la station-service. Cela avait du sens, car il n'avait jamais acheté d'essence à chaque visite. Il venait toujours pour acheter de l'alcool. Je l'ai vu presque toutes les nuits après cela pendant un certain temps. Certaines nuits, il était visiblement plus ivre que d'autres. Parfois, il s'appuyait sur un des rayons pendant un moment sans rien dire. Il me saluait toujours avec un « Salut Rob » chaque fois qu'il entrait. Une nuit, il était simplement appuyé sur un rayon, buvant sa grande bière, sans dire un mot, regardant le mur. Je lui ai finalement demandé son nom. Il m'a regardé et après quelques secondes, il a dit « Bob ». J'ai toujours pensé que Bob était un nom inventé lorsqu'on mentait sur son nom. Je me suis demandé s'il avait pensé à Bob parce que ça rimait avec Rob. Mais j'ai continué la conversation et lui ai demandé où il travaillait. Il a ri si fort que cela m'a surpris. Il a dit qu'il ne travaillait pas, que le gouvernement l'avait complètement ruiné. Bob me donnait toujours une vibe légèrement effrayante. Je supposais qu'il était généralement ivre, mais il était évident que quelque chose n'allait pas dans sa vie personnelle. Une nuit de tempête, avec moins de clients que d'habitude probablement à cause de la tempête, j'ai entendu la cloche de la porte d'entrée sonner. Avant même de regarder, j'ai imaginé que ce serait Bob, et quand j'ai regardé, j'ai été surpris de voir que c'était effectivement lui, mais une version beaucoup plus effrayante de Bob. Il était complètement trempé, ne portant ni manteau imperméable ni parapluie, juste une chemise sombre et un jean. Ses cheveux longs étaient trempés et il se tenait près de la porte, regardant droit devant lui. Il semblait en colère, mais son esprit était ailleurs, comme si ses pensées couraient. Le voir là, trempé et immobile, me faisait peur. Je lui ai demandé s'il allait bien. Il n'a pas tourné la tête ni bougé. Il a simplement dit « J'ai fait quelque chose de vraiment mauvais ». Je lui ai demandé ce qu'il avait fait et il m'a alors regardé, disant qu'il avait besoin d'un endroit pour se cacher. Il est passé devant moi en direction du petit couloir des toilettes, a disparu derrière le mur et j'ai entendu une porte s'ouvrir puis se fermer. Je me sentais vraiment mal à l'aise avec Bob maintenant. Je n'aimais pas sa présence à chaque fois qu'il était dans la boutique et cette nuit-là, il semblait particulièrement perturbé, comme un zombie. Son commentaire « J'ai fait quelque chose de vraiment mauvais » était incroyablement effrayant. Il a passé un moment dans les toilettes et n'est jamais ressorti. J'ai supposé qu'il était à nouveau ivre, peut-être évanoui ou malade. Je ne voulais pas intervenir. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que les lumières se sont éteintes et la station-service était plongée dans l'obscurité. J'étais debout dans une station-service sombre pendant une grosse tempête avec un homme ivre quelque part. J'ai utilisé la lampe torche derrière le comptoir pour me diriger vers l'arrière du magasin où se trouvaient l'inventaire et le panneau électrique. La porte arrière était dans le même petit couloir que les toilettes. En passant devant les deux portes des toilettes, j'ai remarqué qu'elles étaient toutes les deux entr'ouvertes et que Bob n'était dans aucune d'elles. La porte arrière était fermée
et j'étais sur le point d'aller directement au panneau quand j'ai entendu un léger goutte à goutte quelque part dans la pièce, ainsi que le bruit de chaussures mouillées. Mon cœur a chuté dans mon estomac. J'ai dit « Bob » d'une voix faible et effrayée. J'ai entendu des pas juste à ma gauche. En pointant ma lampe torche dans cette direction, j'ai vu Bob, les yeux écarquillés, qui s'est jeté sur moi en criant « Je vais te tuer !» Je l'ai repoussé alors qu'il griffait mon dos. J'ai couru vers la porte d'entrée, mais il ne m'a pas suivi. J'ai pris mon imperméable et couru directement vers ma voiture. Je me suis assis dans ma voiture et j'ai appelé le 911. Je suis resté en ligne avec l'opératrice et il n'a pas fallu longtemps pour que des policiers arrivent. Ils sont entrés avec moi et nous avons trouvé Bob caché dans une pièce à l'arrière, recroquevillé dans un coin comme une créature enragée. Ses pupilles étaient énormes, je l'ai remarqué seulement à ce moment-là. Ils l'ont emmené au poste après que je leur ai dit qu'il s'était jeté sur moi, avait menacé de me tuer et avait dit qu'il avait fait quelque chose de vraiment mauvais. J'ai découvert plus d'1 mois plus tard que le vrai nom de Bob était Martin et qu'il avait brutalement battu son ex-femme à mort. Cela aurait pu se produire la même nuit où il était entré dans la station-service. En bref, je n'ai plus jamais voulu travailler de nuit à aucun emploi après cette nuit-là. Une livraison de pizza effrayante. Quand j'avais 19 ans, je travaillais encore dans une pizzeria locale pour aider à payer la nourriture, l'essence et d'autres dépenses. Le travail était toujours assez facile. Il suffisait de prendre la commande, d'emballer la nourriture quand elle était prête, de la mettre dans un sac et de la porter à l'adresse indiquée. Je l'avais fait 1 million de fois auparavant et il ne s'était jamais passé quelque chose d'étrange. C'était très répétitif. Les pourboires étaient généralement entre 3 et 5 $, en fonction de la distance. Parfois, les personnes les plus généreuses donnaient 10 $ ou plus. Je me souviens de cette commande qui était simplement un sandwich au poulet parme et une portion normale. Les commandes plus petites comme celle-ci donnaient généralement moins de pourboires, mais je n'avais pas le choix sur les livraisons que je faisais. J'étais en route pour l'adresse, et bien sûr, la maison était située dans une impasse. Cette rue avait une ambiance plus rurale que le reste du quartier. Une des maisons avait une caravane sur le gazon avec un petit bois à côté. Les autres maisons ressemblaient à de petites fermes. Il y avait beaucoup plus d'espace dans cette rue particulière. Je me suis arrêté à l'adresse indiquée. C'était une petite maison d'aspect étrange avec une propriété énorme, à côté d'une maison abandonnée avec une pelouse et des arbustes envahis par la végétation. Il devait être aux alentours de 6 heures du soir et il faisait déjà assez sombre. C'était le moment où les gens commençaient à allumer les lumières à l'intérieur de leur maison. Mais toutes les lumières de cette maison étaient éteintes, et j'ai remarqué que la porte d'entrée semblait entrebâillée. J'ai commencé à marcher vers la porte d'entrée, et j'ai entendu du piano. Cela ressemblait à un son étouffé venant de quelques pièces plus loin, amorti par des murs ou une porte. J'ai frappé à la porte et sonné, mais la sonnette ne fonctionnait pas. Le piano jouait toujours. J'avais l'impression d'être entré par effraction, alors j'ai fait le tour de la maison vers l'arrière. Le jardin était un véritable désordre, avec des objets éparpillés partout et même une clôture métallique rouillée cassée au milieu du jardin. J'ai frappé très fort à la porte arrière, mais n'ai vu personne à travers la vitre, juste une pièce très désordonnée. Personne n'a répondu à la porte arrière non plus, alors je suis retourné à l'avant et ai appelé l'un des gars de la pizzeria pour confirmer l'adresse. Il a pris un moment pour vérifier ce qu'il avait écrit et m'a confirmé que j'étais à la bonne adresse. Je suis donc retourné à la porte d'entrée. Je l'ai ouverte et j'ai entendu la musique du piano, toujours aussi étrange. J'ai crié « J'ai une pizza ici ». Le piano s'est arrêté et quelqu'un a crié « Ici », puis le piano a repris. Il jouait une chanson simple mais effrayante. Comme il n'y avait pas de lumières allumées, il était difficile de voir à l'intérieur. J'ai marché droit vers le son de la musique. L'odeur à l'intérieur de la maison était très moisie et désagréable. En arrivant à mi-chemin, dans ce que je suppose être le hall d'entrée, je me sentais très mal à l'aise et je ne voulais pas aller plus loin. J'ai crié « Je suis à la porte d'entrée, monsieur ». La musique s'est arrêtée définitivement et il n'y avait plus que le silence. J'ai reculé vers la porte pour être plus proche de l'extérieur. J'espérais entendre des pas venir vers moi, mais il n'y avait que le silence. J'ai dit « Monsieur ?» et une voix d'une autre pièce a répondu « Oui, désolé, j'ai du mal à marcher. Pourriez-vous la porter ici, s'il vous plaît ?» Je lui ai demandé dans quelle pièce il se trouvait et il a pris un moment pour répondre « Si vous marchez simplement dans le salon, je suis dans la salle à manger. » Il n'y avait aucune instruction sur le téléphone pour faire cela, donc c'était très étrange. J'ai réfléchi un instant à mon prochain geste.
Je me sentais mal de partir au SIA, où il s'agirait d'une personne âgée et faible vivant dans une maison en désordre. J'ai commencé à marcher dans le salon et il y avait une ouverture menant à CE que je supposais être la salle à manger. Trop prudent et paranoïaque, j'étais toujours méfiant. Au lieu de marcher directement dans la salle à manger, j'ai jeté un œil dans la pièce. J'ai vu le piano, mais personne n'était assis devant. Je n'ai vu personne dans toute la pièce. J'ai alors marché silencieusement mais rapidement vers la porte d'entrée, l'ai fermée derrière moi et suis retourné à la pizzeria. J'ai expliqué à mon patron que l'atmosphère à l'intérieur de la maison était très étrange. Il a parfaitement compris, surtout que le supposé client n'a jamais rappelé pour demander pourquoi je suis parti. Cela en disait long. Mon patron et mes collègues n'ont pas vraiment compris non plus la logique de tenter de voler quelqu'un chez soi. Plus tard cette nuit-là, après le travail, j'ai cherché cette adresse. Cette maison avait été saisie il y a des mois et était vide. Quand je l'ai dit à tout le monde, ils ont eu la même réaction de stupeur que moi. J'étais vraiment à quelques pas de probablement me faire voler, ou bien quelqu'un essayait de faire une blague horrible à un livreur de pizza sans méfiance.